Ok, alors déjà bravo pour le titre, hein. Je ne m'attendais pas à ce titre, j'ai la barre qui est très haute, mais je vais essayer de m'adapter. Alors déjà, on peut dire en 3 minutes comment on ne peut pas se débarrasser de Macron. On ne pourra pas se débarrasser de Macron avec les partis et les politiciens actuels du casting. La moitié sont tenus par le système, l'autre moitié n'a pas le potentiel, et il y a déjà 2 moitiés, on a déjà fini. Ensuite, il y a les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens qui sont arrivés dans le sillage des Gilets jaunes, qui sont en grande majorité, je respecte leur combat, je respecte leur courage, je respecte toute leur motivation, leur mobilisation, mais aujourd'hui, il y a très peu de mouvements citoyens qui ont des programmes, on va dire, réalistes. Et qui ont aussi un leader réaliste, parce que c'est assez difficile de trouver des leaders aussi. Donc, à mon avis, pour faire court, la solution est ailleurs. C'est ma solution, attention, hein, c'est mon avis. La solution est ailleurs, elle se trouve exactement dans un espèce de mixte entre un parti politique classique, c'est-à-dire avec un programme, avec pas des éléments de langage, mais enfin une ligne réaliste, voilà, et des citoyens. Voilà. Je mettrai les citoyens, on va dire, au niveau de la base de la création, de l'écriture, de l'inspiration du programme. Ensuite, je mettrai une petite couche de médiatiques, de patriotes médiatiques, de personnalités médiatiques qui ne sont pas des politiciens, justement. Il faut faire un spectre un peu plus large pour trouver le fameux qui. Hein. Et ensuite, quelques cadres politiciens pour structurer le tout. C'est comme une recette de cuisine. Et je pense que sur ces 3 bases, on peut arriver à construire un OVNI, un objet politique non identifié, qui surprendra et le système et la tenaille Macron. Je rappelle au passage que la tenaille Macron, c'est quand même, donc Macron, évidemment, la justice, les médias, la finance. On n'a jamais eu un adversaire aussi puissant. On avait Hollande qui n'avait pas vraiment complètement la finance avec lui, ni complètement la justice. Et déjà, c'était pas évident de casser les socialistes. Là, nous avons les socialo-progressistes mondialistes. Donc là, on a une barricade. Et pour casser une barricade, il faut l'attaquer là où elle ne s'y attend pas. Elle s'attend à Marine Le Pen, cette barricade, elle s'attend à n'importe quel homme politique, elle maîtrise complètement. Elle est vraiment à l'aise dans ses baskets. On lui amène un gilet jaune désordonné, elle maîtrise parce qu'elle sait que les gens n'auront pas confiance. On lui amène une personnalité hors politique avec un programme structuré et quelques cadres, là, elle ne saura pas quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc? Mais c'est vrai que la meilleure façon de surprendre l'adversaire, c'est de lui proposer une stratégie qui soit complètement différente. Bouger Pilate nous dit super analyse, Walter. Alain Béziat nous dit entièrement d'accord. Voilà, les gens sont d'accord avec toi. Bon, ça c'est la théorie. Voilà, là c'est la théorie. Parle-nous de la pratique. Alors la pratique, c'est quoi? Moi, ce que je dis là, je le dis depuis exactement mars, on va dire entre mars et juillet 2017. C'est-à-dire que j'ai écrit une trame de programme pour m'amuser. Je vous dis franchement, moi je suis ni politicien ni syndicat, je suis rien du tout. Je suis un citoyen de la majorité, on va dire silencieuse, qui en voyant la campagne 2017, je me suis dit j'en ai marre, je n'en peux plus. Et quand j'ai vu ce mec arriver avec les soutiens derrière, j'ai dit c'est la fin de la nation. Donc j'ai dit je vais écrire un truc pour m'amuser au départ. Ensuite, bon, je l'ai rangé dans un tiroir, Macron a été élu. Ensuite, au bout de 3 mois, j'ai compris que Macron était là en mission de destruction pure et dure de la nation France, et pour le diluer dans un grand bain, on va dire, globaliste. On le voit aujourd'hui, tous les jours, je pense. Et en novembre, je me suis dit, en novembre 2017, j'ai dit, bon, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, il faut trouver ces gens-là, que j'ai appelés, moi, les maristes, hein, ceux qui en ont marre, c'est une appellation non contrôlée. Et je suis arrivé sur Twitter avec plein d'ambition. J'ai dit, des gens comme moi, des citoyens comme ça, lambda, ils vont peut-être trouver quelque chose, un espèce de réceptacle pour accueillir leurs idées pour le programme, parce que je n'ai pas écrit un programme complet tout seul, hein, juste une trame. Et on va construire quelque chose de complètement surprenant. On a 3 ans devant nous, on va casser la baraque. Et le problème, et là on arrive donc au comment, c'est-à-dire à la pratique. La pratique, c'est que je me suis aperçu, et je le vois encore, que malheureusement, une grande majorité des citoyens sont, je suis désolé du mot, hein, un peu lobotomisés, ont un lavage de cerveau fait par les médias, fait par la 5e République qui leur a dit la 5e, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, etc., le fameux qui providentiel, et que tant qu'ils n'ont pas un qui personnalise l'action ou le projet, qu'ils n'ont pas vu à la télé, ils ont du mal à suivre. Donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à passer de la théorie à la pratique, on va dire. Tiens, j'ai Bouger Pilate qui nous dit, mais comment gérer les médias corrompus? Toi qui es victime de ces médias, comment tu penses qu'on peut les contourner, on va dire? Alors, 2 choses. Premièrement, je ne suis pas victime des médias, je suis boycotté et ostracisé. Ah, boycotté, voilà. Bon. Mais le problème, c'est que je ne suis pas victime spécialement, personne ne me connaît au fond. Moi, j'ai dit en 2017, j'avais écrit un truc qui disait en 2022, le candidat ou le parti ou le mouvement qui aura tous les médias contre lui gagnera. Parce que j'avais anticipé que les médias, entre-temps, allaient être complètement décrédibilisés. Et que les gens allaient ouvrir les yeux, je pensais que ça allait se faire plus rapidement, hein, ouvrir les yeux sur le système, sur le fait que tous les médias appartiennent à 8 oligarques, qui sont tous des soutiens du pouvoir de Macron. Donc, je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus avoir confiance dans ces médias.
et comprendre que ceux qui sont, pas tous, hein, ça marche pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça marche, ceux qui sont ostracisés et boycottés et ignorés alors qu'ils alignent des analyses qui se réalisent depuis 3 ans, hein, datées, forcément c'est qu'ils se disent il y a peut-être un potentiel, celui-là on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, il vaut mieux pas lui donner la parole. Et ils ont préféré donc donner la parole à beaucoup de gilets jaunes qui étaient très sympathiques mais très désorganisés, qui n'avaient pas de plan et je pense pour décrédibiliser tous les mouvements citoyens. Donc comment faire pour casser ça? Moi malheureusement j'ai pas de solution, j'ai absolument aucune solution. Le seul truc pour casser ça c'est que les gens se réveillent. Et je fais une petite parenthèse sur ce qui se passe aux États-Unis sans prendre vraiment de position, quoique ma position elle est clairement affichée partout. Mais ce qui se passe aux États-Unis, on voit la force du monopole des médias sur une élection déjà, sur une opinion publique, sur une lobotomisation. C'est-à-dire qu'on voit que quand on a les médias, on a les cerveaux. Le camp aujourd'hui qui a les médias, c'est le camp des milliardaires mondialistes qui est aussi derrière les socialo-progressistes et Macron et Biden, etc. Donc, sur les médias, j'ai pas de solution. Pour avoir une solution, je finis là-dessus, il lui fallu que je trouve un porte-parole digne de ce nom, c'est-à-dire, enfin digne, moi je suis très digne, mais digne dans le sens un petit peu connu, une petite notoriété, et qui puisse porter ce mouvement que les gens identifient à quelqu'un qu'ils ont déjà vu à la télé. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas réussi parce que les gens de ce type-là ne veulent pas prendre le risque de s'investir dans un mouvement qui est inconnu. Alors, il y a le côté un petit peu, bon, voilà. Et puis moi, je ne peux pas le faire parce qu'évidemment, dans les médias, personne ne me connaît. Donc, j'avoue que je n'ai pas de réponse pour ça pour l'instant. J'aurais été d'accord il y a 15 ans. J'étais très libéral il y a 15 ans. J'étais, bon, on va dire RPR à l'époque. Hein, bon, j'étais dans l'entreprise. Bon, donc j'étais très libéral. Qu'on le veuille ou non, on est toujours un petit peu quand même influencé par sa propre situation. Mais aujourd'hui, au-delà de ma propre situation qui a changé, c'est surtout le contexte qui a changé, surtout avec le Covid, avec les gilets jaunes, avec les crises sociales, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que justement, la fonction publique, enfin certains secteurs vitaux, ont été délaissés. On a les plus gros prélèvements fiscaux et d'impôts et charges de toutes sortes, et on a finalement des services publics qui ne sont pas à la hauteur, sur tout le territoire en tout cas. Donc aujourd'hui, présenter un programme qui serait encore plus libéral, si j'ose dire, vraiment axé que sur l'économique et la baisse des impôts, la baisse des charges, etc., je crois que ça ferait peur à beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés. C'est pour ça aussi qu'on peut peut-être allier les deux. C'est pour ça aussi que j'ai mis en place dans le programme ce fameux VMN, qui donne une espèce de point de socle pour redémarrer. Qu'est-ce que c'est le VMN? Dis-moi. Le versement mensuel national, c'est le fameux du revenu universel. Le problème, c'est qu'avec ce qui se passe actuellement, l'espèce de projet de revenu de base, celui-là, il fait peur parce qu'il est dans un contexte de mondialisation et d'asservissement des peuples. Ce n'était pas du tout l'esprit de celui de JL. Alors évidemment qu'il peut être mal interprété. Il faut juste savoir le présenter. Mais bon, pour revenir sur la souveraineté, entièrement d'accord, évidemment, que les traités se renégocient. Évidemment qu'on peut les casser. De même que la Constitution. Depuis 30 ans, on nous fait croire que la Constitution, elle est sortie du Mont Sinaï, on ne peut pas la toucher, c'est gravé dans le marbre, etc. Mais pas du tout, les gars. La Constitution doit s'adapter au peuple et à l'époque et au pays qu'elle concerne. Si les gens en majorité veulent changer ci et ça, référendum, on change la Constitution. Les politiciens ne veulent pas la changer. Pourquoi? Parce que le système leur convient très bien. Tous les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition, ils se lèvent contre le pouvoir, on va dire, trop important du président. Mais quand ils passent, eux, au pouvoir, ils ne s'en plaignent plus. C'est qu'aucun dans leur programme, et c'est là où je viens au point le plus important de JL, aucun de ces partis du système, mis à part France Insoumise, mais qui part dans un délire international, aucun de ces partis, on va dire, raisonnables, dits de droite, un peu centre et tout, ne change vraiment la Constitution, le système politique, la façon d'élire les gens, etc. La prise de pouvoir. Parce que tant qu'il n'y a pas la prise de pouvoir, là, on discute, ben, c'est très sympathique, mais il ne se passe rien. Et là, aujourd'hui, le titre, c'est comment se débarrasser de Macron. Et c'est de ça dont on va parler. Et pas des programmes. Les programmes, bon, ok, à 2-3 trucs près, on est tous d'accord. Alors, j'ai essayé de détourner un peu le titre, parce que le titre, c'est qu'il est, je te dis, tu as mis la barre haute. Mais oui, mais on est très haut. On est très haut et on va parler très haut. Tu as raison. Alors d'accord, on va essayer de parler de comment se débarrasser de Macron. Voilà. Alors, j'ai pas encore dit comment se débarrasser et le remplacer. Je dis comment peut-être déjà se débarrasser. Déjà se débarrasser. Bon. Moi, je dis, et d'ailleurs, on a fait un courrier ce matin qui partira lundi. Moi, je dis que les députés, on va dire le Congrès au sens large, même les sénateurs, enfin les députés et les sénateurs, ne font pas leur job. Ne font pas leur job. Aujourd'hui, ces gens-là sont des représentants du peuple, sont là pour défendre la Constitution, défendre le peuple face aux abus éventuels, en l'occurrence on les a, une dérive un petit peu autocratique, autoritaire d'un gouvernement. Bon.
Le Sénat, on sait que constitutionnellement, il n'a pas beaucoup il n'a même aucun pouvoir, il a juste le pouvoir de retarder des choses. Les députés en ont, mais bon, c'est une question aussi de pourcentage, ils ne peuvent pas trop agir. Mais je crois, sans être député, j'ai jamais été député, évidemment, je ne suis pas un super connaisseur en droit, etc. Mais je suis persuadé qu'il y avait une mobilisation avec des actes symboliques, des actes de boycott carrément, des actes où pour une fois, c'est pas grave, on va s'allier avec le Parti socialiste, machin, pour des actions communes de tous ces députés qui voient une petite caste, avoir kidnappé le pouvoir, la démocratie de ce pays et qui ne disent rien pour ménager leur petit système à 7 000 € par mois, je dis que ces gens-là nous ont trahis eux aussi. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, ils nous ont déjà trahis en 2008, ces gens-là. Pas les mêmes, mais enfin, le Congrès. Je vous rappelle quand même, et je veux revenir là-dessus parce que c'est pour ça qu'on est tous un petit peu énervés aussi. On dit non à 55% au traité en 2005 au référendum, et on nous met le oui 2 ans plus tard en disant que c'est pas la même chose. C'est une trahison totale. Et juste pour finir, on a dit non à 55 avec une propagande médiatique pour le oui de folie. C'est-à-dire, si on avait eu des médias normaux, on dit oui, non, on aurait eu 75 de non, on n'aurait pas eu 55. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée précise. Mais tu as parlé de boycott, tu as quand même parlé de boycott. C'est quoi ton idée sur le boycott, justement? Tiens. Sur le boycott? Ouais, voilà, réfléchissons là-dessus, c'est un premier point. Non, mais c'est une idée comme une autre, c'est pas vraiment une idée. Vas-y, développe-la. Je suis certain que si tous ces députés et ces sénateurs de l'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, peu importe, qui se rendent compte que notre pays a été kidnappé, je suis certain que s'ils arrivaient, non pas à s'allier politiquement, mais à s'allier dans la révolte. Je ne sais pas, il y a l'article 68, destitution, etc. Il y a plein de choses. Il y a des dossiers en cours sur Macron, il y a de quoi faire un bouquin, un dictionnaire. Sauf que la justice, je suis désolé, elle n'est pas vendue, mais enfin, presque. Ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ne sortent pas. L'affaire Alstom, c'est un scandale. L'affaire Benalla, c'est un scandale. Il y a plein de scandales comme ça. L'affaire Richard Ferrand, mais attendez, on a, président de l'Assemblée nationale, un type qui n'a pas fait un truc très très grave, mais ça montre un état d'esprit. Ça montre un truc, c'est incroyable de mettre un mec comme ça, président de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que cette caste de politiciens, et je reviens sur le stop politicien, ne fait pas tout ce qu'il faut pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire. Et je vais dire plus loin. Pourquoi ils font pas tout ce qu'il faut? Parce qu'ils ont peur de ce qui peut se passer derrière. Ils savent pas sur quoi ça peut atterrir, cette histoire, d'un coup, où quelque part les représentants de la nation n'en peuvent plus, font un boycott, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et chacun pense à son petit, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est pour ça que peu à peu, Macron joue sur cette chose-là pour enfoncer le clou, enfoncer de plus en plus loin, et personne ne bouge. On assiste à une crise où les gens n'auront pas les moyens de payer tout ça. Alors peut-être qu'il va se passer un truc, et là, j'ai bien peur que ce soit peut-être ça leur plan. C'est là que rentrera en jeu le fameux revenu de base. Alors je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais les gens qui seront endettés, qui ne pourront plus payer, etc., peut-être qu'on va leur faire, je ne sais pas, attention, j'ai aucune information. Oui. Mais si j'étais un pervers, comme les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont au bout du rouleau, on leur fait une espèce de viager. Je ne sais pas comment on peut prendre leur propriété, s'ils sont propriétaires. Oui. Je ne sais pas comment ça peut s'articuler, mais ça sent un truc comme ça. On a l'impression qu'on veut nous pousser à bout pour qu'à la fin, on devienne, je l'ai dit ce matin dans une autre vidéo, on attend de la béquer tous les mois et on est dépendant de ce gouvernement et on ne bouge plus parce qu'on est dépendant. C'est ça le but ultime. Ça fait peur, mais c'est ça. Et ce n'est pas du complotisme. Parce que, soyons sérieux, sur le couvre-feu, je veux dire, on n'a jamais fait de couvre-feu pour l'ensauvagement, la violence, le terrorisme. On n'a jamais fait de couvre-feu. Et là, on nous dit que le virus, il a des heures. Moi, je dis que la violence, elle a des heures. L'ensauvagement, il a des heures. Mais le virus n'a pas d'heure. Donc, c'est quoi ces conneries de couvre-feu? Ça n'a aucun sens. C'est pour mettre les gens allez travailler, rentrez chez vous, bougez pas. Et pour les habituer à obéir à des ordres absurdes. Et là, on rentre, je ne sais pas si vous avez suivi, dans la technique de Biederman, qui est un truc du Parti communiste des années 50. Tout le plan de travail psychologique sur les gens est détaillé. Et on avait l'impression, quand on le voit, qu'il est suivi à la lettre dans l'ordre chronologique. Regarde, les auditeurs sont d'accord avec toi. Nathalie nous dit revenu universel 900 € à condition du vaccin. Fifidoun qui nous dit bravo, vous avez deviné le plan. Catherine nous dit c'est déjà prévu. Philippe nous dit tu as raison. Et tu as raison, voilà. Donc, en gros, les gens, enfin, en tout cas, ceux qui nous regardent, ont l'air ils sont sur la ligne, quoi. Ça, c'est sûr. C'est ça le pire, c'est qu'il y a une partie des gens, moi j'estime ça à 10%, des gens, on va dire, éclairés. C'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils s'informent ailleurs que dans la lobotomisation. Donc, il y a 10% des gens qui sont conscients de ce qui se passe, dont nous on en fait partie, et qui sont presque impuissants en voyant la catastrophe. On est le Titanic,
On alerte, il y a l'iceberg, on y va tout droit, et les passagers continuent à danser. Ouais, bon, on verra, machin, ok. Les gars, bougez. Non, ouais, on verra, c'est des complotismes. C'est très difficile comme situation. Hein. Et c'est comme disait Walter tout à l'heure, on n'est plus dans les systèmes durs avec des uniformes et tout ça. C'est un totalitarisme soft. C'est ce que disait Tocqueville. Donc c'est plus dangereux. Bah, c'est encore plus dangereux parce que au lieu d'être un totalitarisme, je dirais viril, à coup de schlag, c'est un totalitarisme par la culpabilité. C'est encore plus pervers. Non, sur la dictature, moi j'ai fait, ça fait plusieurs, même 2 ans, je crois que j'ai parlé de ça, la transformation de la dictature, ce que tu viens de dire. Moi, pour rigoler un petit peu, je disais, mais à la rigueur, moi je préfère une dictature avec comme j'ai dit au début, des vrais fascistes, hein, des vrais, je préfère entre guillemets, hein. Ils font une dictature qui exacerbe le sentiment national, qui met la nation au-dessus de tout, nous sommes les meilleurs. Là maintenant, on a des dictatures perverses qui exacerbent le sentiment anti-national. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que le côté social et manque de liberté, et manque de liberté même d'entreprendre et de charge. Il y a le côté aussi haine de son pays parce qu'il faut détruire la nation pour la mettre dans une dictature mondialisée où il n'y a plus d'identité, de culture, de racines. Et ça, c'est pas, pour répondre à Loïc, ça n'est pas un complot, c'est un plan mondial. C'est pas, là aussi, ça ne se cache pas. Tout est fait pour. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, en tout cas depuis 10 ans, prenons le cas de l'immigration. L'immigration, on sait bien qu'en France, dans les années 70, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer, mais la France avait besoin de main-d'œuvre parce qu'on était un peuple un peu embourgeoisé. C'est pas une légende de dire ça. On avait besoin de ces immigrés. Après, ils sont venus au début tout seuls. On a fait le regroupement familial. Tout le monde critique aujourd'hui. Moi, je dis qu'il fallait le faire parce que d'abord, c'était humain de faire venir la famille des gens qui travaillent. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas 20% ou 25%. Il y avait 3, 4, 5%. Donc, ça va. On pouvait le faire. Donc, c'était une nécessité économique. Est-ce que tu crois que depuis 10-15 ans, le fait de favoriser et de faire semblant de lutter contre l'immigration, est-ce que tu crois que c'est une nécessité économique? Pas du tout. Le but n'est pas économique, le but est de mélanger les populations. C'est pas méchant, moi j'ai rien contre les immigrés. Le problème c'est que ça va dans un plan global qui veut nous diluer. Et on nous dit en plus, et là on nous culpabilise, que si vous n'êtes pas content, après tout, c'est nous qui devons nous adapter à ce qu'on nous impose. C'est une dictature, que je reviens sur ce sujet, anti-nationale. Moi j'ai interviewé quelqu'un qui au demeurant est assez brillant, je dirais qu'il est assez brillant, c'est Rémi Daillet. Je sais ce que tu en penses, Walter, donc tu vas bien nous le dire. Et lui parle de coup d'État. Voilà, il parle de coup d'État et mine de rien, lorsqu'il en parle, il est assez crédible. Hein, il n'est pas mauvais là-dessus, quoi. Non, après, je ne sais pas s'il en fera. Bon, mais toi, qu'est-ce que tu penses de sa solution à lui? Tu parles à qui, à moi? Oui. Ouais. Pour moi, c'est, je l'ai félicité d'ailleurs sur Twitter par personne interposée en disant qu'il était très fort pour créer un buzz. Bon. C'est un appel qui, pour moi, est une mascarade. Un coup d'État lancé, un coup d'État, surtout de la façon dont il le dit. C'est pas genre les gars, on va se rassembler, on va faire une manifestation, on va machin. Non. Lui, si on l'écoute, il a les militaires avec lui, il a plein de gens cachés qui vont sortir d'un coup. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pire qu'un film. Mettre ça sur YouTube, ne pas être censuré au bout de 2 mois. est déjà une preuve que l'État et le pouvoir le prend pour un comique, ce qu'il est. Alors maintenant, qu'il soit convaincant, que ce soit un bon, chauffeur de salle, pourquoi pas? Moi, j'ai vu, il a l'air sincère, en tout cas. Il est sincère, hein, bon. Peut-être qu'il ne sait même pas lui-même qu'il est manipulé. Mais enfin, souvenons-nous de son passé. C'est un type qui était au modem, c'est un type qui est du système. Je veux dire, comment on peut nous faire croire d'un coup que le mec, voilà, ça n'a aucun sens. J'arrive à l'Élysée et après nous ferons ce que vous voudrez. Ça n'a aucun sens, ni dans le plan, ni dans la forme, ni dans le fond. En revanche, il fait les mêmes constats, les mêmes analyses de la situation que moi, par exemple, et que plein de gens sur la dérive de notre nation et le kidnapping par la même caste. Là-dessus, je suis en phase. Sur les solutions, c'est ridicule, quoi. Mais il a fait quand même un sacré buzz. Bravo à lui, hein. Franchement, pour le buzz, c'est bien, mais pour la suite, bon, je sais pas. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur les questions d'hommes providentiels. Je ne crois pas. La personne providentielle, c'est nous. Bon, après, on verra bien. Mais je n'y crois pas du tout. Je crois vraiment à l'action politique. Donc, il faut construire un grand parti crédible avec des gens qui ont vraiment le niveau. Et c'est ce que nous, on essaye de faire avec 4 piliers pour proposer une alternative aux Français, réussir à prendre le pouvoir par la démocratie. Bien sûr, bon, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est tout le monde. Hein. Toi, ça t'arrive, toi aussi, je pense, Walter. Ben, évidemment. Moi, ce que je vois, c'est que ce qu'il dit, c'est très vrai.
et te dit aussi un truc vrai, dans le sens où les gens, ils pensent qu'ils sont majoritaires. Par exemple, je prends l'exemple du RN. Tous les patriotes qui sont regroupés dans cette espèce de fachosphère de Twitter où je suis dedans, en fait, ils pensent tous que la France est RN, parce qu'ils voient autour d'eux que des gens RN. Ah, mais toi aussi, ah bah ouais, d'accord, mais moi je leur dis, mais les gars, c'est pas la France, Twitter, calmez-vous. Les élections, on les voit, voilà ce que c'est le RN. Et donc chacun croit qu'il est majoritaire. Et autre chose aussi, ce que tu as dit, Loïc, c'est vrai, je confirme que les gens n'arrivent même plus à discuter. Moi, je suis un peu provocateur, mais je suis toujours pour le débat. Je dis des choses opposées à mon interlocuteur, mais j'ai des arguments, je pense avec le sourire. Non, en face, le mec, il s'énerve, il te bloque. Et on veut débattre, les gars. Non, on ne peut pas débattre. C'est d'accord avec moi ou je te bloque. Donc, les gens sont radicaux. Mais le problème, c'est que si encore, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si cette radicalité, elle se matérialisait par des vraies actions concrètes, on est tous énervés, on a du caractère, on sort de... Non, même pas. Ils sont radicaux sur Twitter. Et après, ils éteignent leur Twitter. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? À un moment donné, soit tu es radical, soit tu joues pas au rebelle. C'est sûr que ce n'est pas ces mecs-là qui vont prendre la Bastille. Bah, évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué sur les réseaux. Mais quand on est personne, je vois pas d'autres moyens que les réseaux. Mais du coup, tu vois, ça nous enferme dans ces réseaux. Et ça nous oblige à être dans ces réseaux. Ah oui. Et oui, parce que les vrais médias ne donnent pas la parole. Je veux dire, c'est normal. Vu pour qui ils bossent, c'est normal. Et je ne sais pas si tu iras dans mon sens, cher Walter, c'est qu'aujourd'hui, les gens, leur militantisme n'est plus dans la rue, il n'est plus dans les facs, il n'est plus dans les entreprises, il est, voilà, Facebook, Twitter, je partage le lien, machin chose, et voilà, j'ai milité pour ma cause. Alors là, je vais plaider coupable, parce que moi-même, je suis exactement la représentation de ce que tu dis. Une espèce de rebelle numérique. C'est-à-dire, moi aussi, je suis un faux rebelle. Les gens que je critique, quelque part, j'ai aussi ce côté-là. Je suis un rebelle, je le dis franchement, dans mon salon. Mais la différence entre moi et les vrais rebelles complets faux, c'est-à-dire qui se contredisent, c'est que moi, si j'ai une opportunité sur un truc machin, je vais descendre dans la rue, je vais bouger, je vais le faire, je suis prêt à le faire, à construire, etc. Mais c'est exactement comme ce que tu viens de dire, Loïc, que j'ai pris l'exemple quand je suis arrivé en parlant de il n'y a plus de qui providentiel. Et j'ai pris l'exemple du général de Gaulle qui a eu son charisme créé par la guerre. S'il n'y a pas eu la guerre, ce serait un colonel. Personne. Et j'ai dit, donc, est-ce que vous voulez faire une guerre pour que quelqu'un sorte? Non. Donc, ce que je veux dire, c'est bien sûr qu'on n'aura pas les mêmes profils. On n'aura personne de providentiel. Mais si on présente un espèce de ticket avec une équipe et des personnalités complémentaires, on peut d'un coup faire voir la politique autrement à des gens qui ne venaient plus voter. Moi, je crois qu'un général en tant que candidat, c'est pas bon. Mais ça peut être dans le cadre d'une équipe. Vice-président et ministre de la Défense, un général, dans le cadre d'une équipe, absolument, c'est ce qu'il faudrait. Voilà. C'est vrai que là où tu as raison, c'est que Bonaparte disait, tiens, voilà, c'est les circonstances qui font l'homme. Je vais quand même vous dire juste un truc sur l'homme providentiel, sur le fameux quoi qui. Je prends toujours l'exemple, donc les gens qui attendent le qui, ils attendent toute la journée, ils se posent la question, mais qui? Alors quand j'explique, pas que moi, tout le monde, que Marine Le Pen avec le RN et le RN avec Marine Le Pen, enfin bref, ça marche dans les deux sens, ne peut pas gagner, c'est mathématique. On me dit, oui, mais c'est la seule qui peut arriver au deuxième tour. Je dis, mais d'accord, mais le but, c'est pas d'arriver au deuxième tour, c'est de gagner. Voilà. Et on me dit tout, mais alors qui? Et là, je pose la question, est-ce que François Hollande, il a été élu sur un qui? Est-ce que François Hollande, il avait un charisme? Non. François Hollande a été élu sur la détestation et le rejet de Sarkozy et la petite trahison de Bayrou. Est-ce que Macron, bon, lui, c'est pas vrai, il avait vraiment tout le monde avec lui, les médias, etc. Mais au-delà de ça, il n'a pas spécialement de charisme, il n'a pas emmené les gens. C'est qu'on ne voulait plus d'Hollande, ok, et on voulait encore moins de Marine Le Pen au deuxième tour. Donc il a gagné, là aussi, quelque part sur un quoi, sur un faux quoi. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus attendre d'avoir un profil surnaturel, un mec. Non, un mec banal comme Hollande, ça suffit. Si on a un bon programme, un bon quoi, et en se basant sur la détestation qui va encore s'aggraver de Macron ou simili Macron. Donc la détestation de ce pouvoir qui nous a tués depuis 2017 et un mec solide et derrière un programme qui est novateur et qui apporte d'autres perspectives aux gens, notamment la confiance dont j'ai parlé au début, avec cette chose-là, on peut gagner. Mais gagner par l'élection? Par l'élection, oui. Bah, c'est pas impossible. J'ai même dit que c'était impossible. Hein. Il faut juste trouver le bon mix. Moi, j'ai donné la recette au tout début. Après, il faut trouver les gens. Mais la recette, en tout cas, l'équilibre de ce qu'il faudrait comme ingrédient pour à la fois faire revenir les abstentionnistes, enfin une partie bien sûr, faire venir les souverainistes de droite, faire venir aussi les souverainistes de gauche. Avec ça, on crée les 60% qui sont nécessaires et qui se feront avec J.L. Watt, qui sont possibles. Alors, Richard Borelli nous dit, il est excellent, monsieur Boujna. Vous êtes excellent.
Il a les idées et le programme pour nous amener vers le fameux qui. Mais parce qu'il y a un mais. Je les sais. Français sont-ils prêts? Ah, tu le connais. C'est pas un cousin quand même. Hier, j'ai fait un tweet avant-hier. Je me suis énervé sur Twitter. Ah, mais les Français sont-ils prêts à le comprendre? Non, devant l'apathie, je leur ai dit, les gars, vous n'êtes pas prêts. Je l'ai écrit noir sur blanc. Je dis, les gars, j'ai bien réfléchi, ça fait 2 ans que je suis là. Hein. Vous n'êtes pas prêts à autre chose. Vous voulez encore des politiciens, des partis classiques qui vous se baladent, qui vous prennent pour des cons. Vous voulez ça? Alors moi, je continue, tout seul, c'est pas grave. Alors, mais voilà, on est pris par des cons, par les énarques. On est pris par des cons, par les politiciens et les énarques, par les deux en même temps. L'un ou l'autre, les deux en même temps. On est pris pour des cons par les gars de l'armée qui sont en fait des administratifs. On est pris pour des cons par les types qui étaient gilets jaunes et qui en fait se sont fait leur beurre. Merde. Et on continue à être pris pour des cons. Est-ce qu'on sera pris pour des cons éternellement? C'est une très bonne question. Hein, mais moi, en tout cas, je ne réponds pas pour des cons. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Dis-moi, Walter, est-ce qu'on est condamné à être pris pour des cons? Et est-ce qu'on est tellement cons qu'on sera toujours pris pour des cons? On dirait un sketch. Écoute, j'ai tendance à te dire que moi, je ne trouve pas qu'on soit condamné. Moi, je vais vous dire une chose. Jusqu'à ce que je me réveille en 2017, j'étais peut-être un con. Moi, je regardais BFM. Ben oui, attendez les gars. Moi, je voyais qu'on me prenait pour des cons, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que je n'étais pas encore bien ouvert. Je voyais BFM, France 2, machin. Le RN, c'est des méchants. Le LR, bon, ça va, c'est républicain. J'étais là-dedans. Après, je me dis, c'est juste con de me prendre comme ça. Et donc, j'ai réagi. Donc, c'est pas inéluctable. On peut être con et après être un peu moins con. Donc, moi, je parle de gens qui aujourd'hui, qu'on connaît, que les Français connaissent et disent, voilà, ceux-là vont aller au présidentiel. Ah bah non, là, il n'y a rien qui changera le système. C'est évident. Walter. Enfin, Walter. Non, on le sait, puisqu'on a dit le RN, on vient de faire le portrait robot. De toute façon, même si elle était élue, elle ne pourrait pas gouverner, elle ne pourrait rien changer. Et si c'est les LR, on sait bien qu'ils sont Macron compatibles, donc c'est pareil. Donc là, on est coincé. C'est pour ça qu'il faut changer de profil, il faut quelque chose de neuf, il faut construire autre chose. Quoi avant qui? Stop politicien. Je place mes 3 mots parce qu'ils sont d'actualité, 3 ans plus tard. Politicien. Est-ce que 2022 est l'élection de la dernière chance? Pour moi, c'est la sortie avant l'autoroute vers l'enfer. Je l'ai écrit noir sur blanc en 2017. Pour moi, c'était soit le dernier, le summum de la pourriture de cette 5e qui n'est plus, enfin qui est trop haute pour les gens que nous avons aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au début avec le stop politicien, soit ça sera une spirale qu'on ne pourra plus retourner. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'en approche quand même. Alors, on prend 2002. 2007, on a eu une crise là qui a fait qu'on a augmenté de 600 ou 700 milliards de dettes. On a baissé en PIB, on a baissé au niveau de notre place dans le monde, et fortement. 2012, encore, on a ajouté 600 milliards, on a encore baissé, voilà. On est passé devant par les Anglais, par les Indiens. Là, on baisse encore. On a en plus le Covid. On a eu les gilets jaunes. On a Macron. On a 1200, 1300 milliards de dettes de plus. Et dans 5 ans, qu'est-ce qu'on aura? Si on continue comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on aura dans 5 ans? Moi, j'en sais rien. Alors moi, je dis dans 5 ans, moi j'ai toujours dit que 2027, on sera passé à un autre système bien avant. Loïc disait ça va continuer comme ça, mais comme on le disait tout à l'heure, déjà dans 5-6 mois, il va y avoir des faillites en cascade. On va avoir un pays complètement exsangue. On va avoir en plus un pays qui continue à ne pas gérer, je suis désolé d'en parler quand même, l'immigration et l'ensauvagement, qui va s'accélérer évidemment. On a un pays dans lequel rien n'est tenu. Il n'y a plus d'autorité de l'État, sauf quand c'est des gilets jaunes. C'est étonnant, hein, c'est-à-dire qu'on peut leur cracher dessus, mais tant que c'est pas des gilets jaunes, tant que c'est pas des manifestants sociaux. On va être, regardez, on est à 1 an de l'élection, et regardez ce qui se permet encore Macron d'une manière complètement arrogante. C'est-à-dire qu'il nous confine, il y a de la censure partout. Imaginez ce que ça va être en début de mandat s'il repasse. Il faut quand même comprendre qu'on est déjà en début de dictature, Carlo Brusa le dit, et puis on peut tous le dire, avec des éléments concrets, alors qu'il n'est pas encore réélu. Imaginez le lendemain de sa réélection, où il sait qu'il a devant lui 5 ans. Mais là, il nous livre, comme sa mission d'abord, c'était prévu pour ça, il nous livre au globalisme. Il n'y aura plus rien qui sera défendu, ni la laïcité, ni nos valeurs, ni l'éducation nationale, l'islamisation, je suis désolé, mais s'accentuera, et voilà. Et donc, c'est au-delà même d'une crise économique, ça sera une crise psychologique, les Français seront soumis, en dépression, fauchés dans la rue. Et alors là, on ne répond plus de rien, quoi. On peut tomber dans Walking Dead. Hein. Je rigole, mais
ça fait peur. C'est pour ça que quand on dit, bon, on verra la prochaine élection, quand j'ai entendu Robert Ménard qui parlait de Marion Maréchal, il dit oui, il faut rien faire, machin, on verra, elle se prépare pour 2027. Je dis, mais les gars, ouvrez les yeux, quoi. Marion Maréchal, bon, je la connais pas. Robert Ménard, d'ailleurs, je connais personne, mais je veux dire par là qu'il faut quand même que ces gens comprennent on n'est pas en train de jouer, bon, c'est pas ce tour-là, c'est le prochain tour. C'est maintenant qu'il faut créer quelque chose, quel qu'il soit, de nouveau, voilà, avec des demi-politiciens, des quarts politiciens, des 0% politiciens, mais avec des gens nouveaux, un nouvel impact, parce que voilà, quoi. Alors, je réponds à Tube Google et je donne la parole à Loïc. Et Tube Google nous dit, si vous êtes des moutons, votez Philippot et au pire Asselineau, mais venez pas avec Le Pen, c'est une venue. Bon, déjà, on a expliqué tout le bien qu'on pensait d'elle, voilà. Et entre nous, moi, Philippot et Asselineau, je respecte, hein, mais c'est des types de l'ENA. Philippot, c'est un fonctionnaire de Bercy. Et l'autre, c'était un inspecteur général de Bercy aussi. Moi, tu Google, j'ai beaucoup de respect pour toi, je t'aime bien, mais mon pote, moi, les énarques, j'ai bossé avec eux et je n'ai pas confiance dans les énarques, même les énarques qui se disent libéraux, je sais pas quoi et tout. Je n'aime pas ces gens et je ne veux pas d'énarques à la tête de ce pays. Et moi, je le dis, voilà, ma proposition, c'est si demain, imaginons politique fiction, je suis à la tête de ce pays, je déglingue tous les énarques. Point. Alors, je vais répondre, il ne faut pas mélanger, je suis désolé, mais Asselineau et Philippot. Moi, Asselineau, quand je suis arrivé en 2017 pour rigoler, parce que j'ai fait ça sur tous les programmes, j'ai fait une petite vidéo sur son programme. Son programme est on le qualifie de patriote, pour moi, il n'a rien de patriote. C'est un programme communiste, d'accord, qui nous rapprocherait de la Chine, excellent, et des pays arabes et de l'Afrique, et qui nous éloignerait de nos amis historiques. Alors, le CNR, on nous le vend comme De Gaulle, mais le CNR, c'était un programme économique fait par les communistes. Hein, il fallait les récompenser de la résistance. C'est n'importe quoi. Philippot, c'est différent. Philippot, bien sûr, le programme est un petit peu étatique, mais on parle plutôt de régalien quand même. Hein, donc, il ne faut pas non plus sous-estimer tous les côtés positifs de l'État. Mais Asselineau, quelqu'un énarque, je ne vais pas regarder si c'était énarque ou pas, peu importe. Par contre, il est quand même plus proche de la réalité. Mais il peut participer à une équipe. D'ailleurs, dans mon trombinoscope JL, pour rigoler, il est dans l'équipe. Là, ça fait 2h40 qu'on parle ensemble. Et Macron est toujours là. 2h40 et Macron est toujours là. C'est un scandale. Et il est toujours là. Est-ce qu'on peut tout trouver et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, ma conclusion, me souhaiter à moi, rien du tout. Par contre, souhaiter à la France qu'un mouvement de type EJL puisse prendre de l'ampleur, puisse être connu, puisse être diffusé sur les sites internet. Je ne sais pas si on peut mettre des liens, je ne sais pas, je verrai sur ton truc. Sur le site internet, sur YouTube, sur Twitter. Découvrez un programme novateur qui va vous surprendre parce que c'est fait par des citoyens, hein, des gens qui n'ont pas justement fait l'ENA. Et c'est original, c'est très extrême droite, c'est très extrême gauche, c'est très extrême radical et pourtant, ça va tout droit. Vers abonnez-vous, aidez-nous, likez les chaînes de YouTube, faites tout ce que vous avez à faire si vous voulez participer. Non, mais je vais rien rajouter. C'était un bon live, c'était très sympa. Walter, tu es une personnalité attachante, c'était une belle découverte, une belle rencontre. Donc voilà, tu nous as réchauffé en ces temps de neige et de froid glacial, pardon. Donc voilà, merci pour ce moment. Je suis ravi, merci à Mike. Et puis à une prochaine.